Ouais, mais c'est ce que je te dis. Moi, je pense que David Goffin, il est genre allergique au succès. Il gagnera jamais un tournoi de Grand Chelem parce que même quand il n'y a personne, il se débrouille pour être sorti par un gamin que j'aime. Et t'es arrivé, c'est bien, t'as bien trouvé? Ah ouais, c'est nickel. Ok, bon, on va aller par là, je crois. Salut, dans cet épisode-ci de l'émission de critique vidéoludique venue de Belgique, nous avons rendez-vous avec Kamala Khan, la 4e Miss Marvel. Est-ce que ce sera la Miss Marvel qui arrivera à relancer les ventes des comics qui se cassent la gueule? J'en doute. Cependant, ce que je sais, c'est que là maintenant, nous allons vous parler d'un jeu de Crystal Dynamics, publié par Square Enix, qui est facile à mémoriser parce que Crystal Dynamics rime toujours avec Square Enix et qu'il est question, bien entendu, d'un jeu avec les vaginaires, je veux dire les Avengers, dans cet épisode-ci de Critique Cruelle. Ça fait longtemps que j'espère placer la blague sur les vaginaires. L'idée de me fendre d'un historique sur la longue carrière, souvent très répétitive et placée sous le signe de licence au gameplay chopé ailleurs de la compagnie Crystal Dynamics est loin de m'enchanter. Je vous propose plutôt de faire le tour de quelques titres dotés de la licence Marvel ayant pour but de vous permettre d'incarner une portion des Vengeurs. Mais attention, telle est la qualification, il faut qu'il soit plusieurs, au moins 2. En ce qui concerne les adaptations vidéoludiques d'une équipe autrefois nommée sans la moindre pointe d'ironie Earth's Mightiest Heroes, tout commence en 91. Data East, compagnie surtout connue de nos jours pour Windjammers et quelques succès d'arcade dont Robocop, s'offre la licence quelque temps afin d'en tirer l'un des pires beat'em up de l'époque. Sprite minuscule, combat soporifique, déplacement approximatif, la liste entière des défauts possibles dans ce type de titre est appliquée dans l'ordre pour rendre ce Captain America Ando G Avengers complètement anecdotique. Et tac, histoire d'être vaguement exhaustif, et je sais pas vous mais moi je déteste quand ça m'arrive, mentionnons brièvement la version NES du titre qui se trouve être la moins mauvaise. Toutes les autres sont un simple portage du foirage d'arcade, mais celle-ci propose un chouette petit jeu de plateforme qui casse pas 3 briques à un connard malgré son petit charme campagnard. Vous pouvez y jouer les 2 héros les plus puissants de l'équipe au nom qui rime en heure, à savoir Captain America et Hawkeye, ou comme le disent les Français, sans faire exprès Captain America et Yokai. Après un premier titre d'arcade moisi mais pourtant porté un peu partout, Data East se fend 4 ans plus tard d'une deuxième tentative sur le même sujet. Après tout, cela ne peut pas être pire, quoique... Cette fois-ci, ce sera un jeu de baston, pas de chance, c'est une taupe, peut-être bien l'un des pires titres produits dans le domaine à l'époque, faut le faire. Sorti 2 ans après Virtua Fighter et placé par le calendrier des sorties dans l'ombre du premier Tekken, ce titre risible aux sprites tirés de graphismes polygonaux précalculés propose, 3 ans trop tard, un type d'action raide et approximatif que même les fans de Cacto Game ne peuvent plus prétendre apprécier. Avengers in Galactic Storm n'est d'ailleurs pas la première tentative dépourvue de succès de la compagnie dans le domaine du jeu de baston raid du cul. Il suffit de mentionner vite fait l'existence de Tattoo Assassins, leur version de Mortal Kombat, pour comprendre précisément à quel point les années 90 ont laissé Data East dans un état d'incompréhension profonde des envies du marché. Par chance, ils feront faillite dès 2003. La même année, Capcom se voit octroyer une licence similaire, quoique plus large en fait, leur permettant de produire Marvel Super Heroes. Voyez la différence, elle est évidente. Là où Avengers in Galactic Storm ressemblait à la vision fiévreuse d'un futur dystopique où des monstres robotiques tentaient sans succès de réaliser des produits de divertissement pour une population humaine subjuguée par leurs sombres dessins, tout ceci ressemble à un jeu vidéo. Il est pas mauvais, pas forcément le sommet de ce dont Capcom était capable dans le genre, mais c'est cependant un très solide titre doté de graphismes en pixel art bourré de personnalité, d'un gameplay de calibre supérieur et d'une sélection de personnages qui permet de justesse d'inclure le titre dans cette brève rétrospective Avengers. Ils sont 3 à faire partie de l'équipe, mais lesquels? Réponse dans les commentaires. Beaucoup de joueurs ignorent encore que Capcom était tenu par contrat de nourrir la Super NES quelques années après sa mort officielle aux mains du marché.
Nombreux seront les titres tirés de cette union bâtie sur les succès évidents des deux compagnies, dont d'ailleurs un portage improbable de Street Fighter Alpha 2 sur la machine ayant rendu la série célèbre. Dans la même foulée, Capcom s'est fendu d'un Marvel Super Heroes in War of the Gems doté de capacités divinatoires absolument terrifiantes. Son line-up à l'époque nonsensique est devenu celui des Avengers pendant quelques années, brisant au passage tous les tabous séculaires, voulant que Spider-Man ne doive pas tout le temps bagnauder avec l'idée d'être impliqué dans des guerres cosmiques ou que Wolverine était fort bien chez les X-Men, monsieur, et qu'il serait donc improbable qu'il partage ses allégeances entre deux super équipes. Ce qui est vrai d'ailleurs, cette volonté d'insérer des personnages n'importe où n'a servi qu'à relancer temporairement les ventes des titres Marvel jusqu'aux accidents d'embauche expliquant leur état actuel. Je sais pas si je l'ai mentionné, mais ce titre est un platformer / beat 'em up. Faut parler au passage de Marvel Super Heroes vs Street Fighter, une expansion conceptuelle du format versus intronisé par X-Men vs Street Fighter. Ce titre n'est pas non plus strictement Avengers, mais en plus d'être excellent, il est nécessaire de le mentionner afin de comprendre l'évolution du placement des licences contenant ces divers personnages, ce qui explique sa place ici. Un peu comme Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, la compagnie autrefois dotée du Blue Bomber comme mascotte continue de faire entrer le pognon par brouette entière dans les Game Center tout en soutenant de toutes ses forces le marché d'Arcade International. Personne ne s'en plaint, surtout pas les propriétaires de Dreamcast qui, pendant le naufrage de leur manche-disque préféré, n'avaient vraiment que les portages de jeux de baston Capcom pour atténuer la douleur existentielle de voir leur format chéri battre de l'aile, rayer des disques ou crouler sous le poids de Shenmue. 56 personnages jouables, dont au moins 3 Avengers, j'ai calculé, viennent offrir leur force à ce Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes. Recentrer la série sur la musique New Age inspirée d'Enya était un pari risqué en ce début de millénaire, mais ma foi, il paye des dividendes en offrant une ambiance relaxante aux pugilistes du pixel bien décidés à guerroyer tant et plus dans cet énième recyclage de personnages animés pour d'autres titres ici réutilisés sans vergogne. À ce stade de l'historique, les licences Marvel sont souvent morcelées selon les besoins des divers jeux tirés de la première fournée de films. Blade, Spider-Man, Ghost Rider, vous voyez le genre. Un bon exemple de l'extrême médiocrité des titres de cette époque, ceux qui ne sont pas Spider-Man 2, dit-il afin d'ouvrir son parapluie métaphorique, pourrait être Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. Un jeu, je fais le mouvement guillemets de mes doigts, où quelques personnages tirés de la maison des idées doivent faire face à des moches créations Electronic Arts le temps d'un très mauvais jeu de baston. 2 Vengeurs font partie du lot, ce qui explique son inclusion sur le fil du rasoir dans cette vidéo. J'ignore quelle est actuellement la réputation de Marvel Ultimate Alliance, mais c'est à mes yeux de vieux lecteurs issus de la période Strange l'une des meilleures tentatives d'adapter l'intégralité de l'univers du fameux éditeur. Doté d'une portion de toutes les équipes qu'on aimerait retrouver dans une démarche de cette taille, ce jeu de Raven Software exhibe un amour des comics classiques que l'on aimerait retrouver dans les produits d'aujourd'hui. N'imaginez pas que le titre soit exempt de défauts, c'est jamais qu'un hack and slash inspiré, et pas qu'un peu de Diablo doté d'une couche de peinture Marvel assez légère d'un scénario en forme de prétexte. Mais cela fait aussi partie de son charme. Ce n'est pas un projet consensuel au budget colossal censé introduire au grand public des personnages de second rang afin de permettre l'éclosion dans un futur proche de leur propre série Disney+. Non, c'était un jeu pour pur geek où votre petite équipe pouvait contenir Moon Knight, ce qui à l'époque était cool. C'était le vrai Moon Knight, sous-entendu celui avec les pouvoirs lunaires, pas le malade mental aux multiples personnalités. Pour ce que j'en comprends, il aura bientôt sa propre série Disney+. Et merde! Prenez le même concept, rendez-le kid-friendly, vous obtenez Marvel Super Hero Squad de THQ. Basé sur le dessin animé pour bébés diffusé un peu partout pour faire la publicité des fameuses licences jouetiques aux enfants en bas âge pris en otage par la télévision, ce titre doit être cependant mentionné pour son axe très Avengers. Je suis tombé sur quelques épisodes de l'émission lors de ma dépression et je fus agréablement surpris de reconnaître l'un ou l'autre scénario des 70s dans cette adaptation où tous les personnages sont des nains hydrocéphales. Par contre, autant l'admettre, je refuse de jouer au titre qui en est tiré. Chacun ses limites. Sans surprise, Activision n'a pas changé grand-chose quand vint l'occasion de produire une suite à leur fameux titre à licence. La similitude, ils ont ça dans le sang. C'est aussi pour ça qu'ils sont le plus ancien éditeur tiers-party. Ils savent vendre un produit tant qu'il peut l'être. Alors Marvel Ultimate Alliance 2, c'est le même jeu, plus joli, peut-être même un brin plus professionnel. Quelques raffinements ont été apportés aux Ultimate Alliance, sorte d'attaque synergique utilisant les talents de plusieurs héros afin de donner à l'ensemble l'allure d'un spectacle pyrotechnique.
mais c'est à peu près tout. Vous ne pouvez plus par contre incarner Moon Knight, une trahison d'une mesquinerie rare qui sera plus ou moins pardonnée quand vous pourrez enfin recruter le Green Goblin. Que vous faut-il de plus? Non, vous ne pouvez pas tuer Gwen Stacy, faut pas déconner, enfin vous poussez toujours les choses trop loin. L'alliance à ce stade bien moins ultimate de Marvel et Capcom continue avec la parution d'un paquet de nouvelles versions de Marvel vs Capcom 3. J'ignore pourquoi, mais les fans de la série étaient soudain bien moins enthousiastes de voir le même jeu sortir à répétition quand celui-ci était bourré de personnages en DLC. Ubisoft s'offre brièvement une licence afin de tenter d'en faire quelque chose d'original sans qu'il soit réellement possible de comprendre pourquoi leurs efforts se dirigent dans la direction générale d'un titre Kinect sorti sur 360 dans Avengers Battle for Earth. Un portage sur Wii U existe, ce qui me rend perplexe. Tout fait farine au bon moulin, la preuve, voici Lego Marvel Super Heroes. L'adaptation, cela tombe sous le sens des jouets du même nom. Je me demande franchement s'il mérite d'être mentionné dans cette sélection de jeux Avengers, mais dans le doute, on va l'inclure après tout si l'on prétend adapter tous les super-héros Marvel d'un coup dans un format vidéoludique pour babies, faut bien que quelques Vengeurs soient dans l'eau. Ma logique est exquise. Dans la série des retours diminutifs, voici Marvel vs Capcom Infinitive. Loin d'offrir aux bambins du monde entier d'apprendre leur conjugaison en jouant, ce titre assuré contre l'inflation tente tant bien que mal de justifier son existence en rendant son gameplay pour puristes plus accessible. Résultat, c'est le titre qui s'est le moins bien vendu de l'histoire de la série. Remarquez qu'ils n'en ont plus produit d'autres depuis, enfin jusqu'ici, ça doit bien vouloir dire quelque chose. Signe des temps, ce troisième Marvel Ultimate Alliance transcende les compagnies pour effectuer le transfert ultime. Autrefois réalisé par Raven Software pour Activision sur tous les formats, ce titre Team Ninja est bel et bien une exclusivité Nintendo Switch. Nous vivons dans un monde étrange, habile décalque de l'original, doté de graphismes corrects, du moins pour le format, il lui manque cependant cette petite pension d'étrangeté qui a rendu la série mémorable. Sa logique intrinsèque ne surprendra personne, vous incarnez Kamala Khan et la nouvelle génération de héros intersectionnels poussés par Marvel dans une série de cinématiques où leur disparition soudaine du line-up de héros que vous avez choisi pour terminer le jeu n'est jamais adressée. But de l'affaire, rendre plus populaires les personnages pour qui vendre des comics n'est décidément pas leur super pouvoir afin qu'un film sur le sujet soit possible dans un futur proche. Une approche corporate très marquée que vous ne serez pas surpris de retrouver dans le titre dont je vous causerai après une petite plage de pub. Comme vous le savez, dans cette saison, nous essayons de découvrir quels sont vos goûts vidéoludiques au fur et à mesure de nos pérégrinations dans le monde de la critique de ces sujets que je viens de mentionner. Dans cet épisode-ci, nous parlons des jeux Marvel, mais nous pouvons aussi parler des jeux Avengers. Bref, la question qui se pose actuellement, c'est de savoir quel est votre jeu favori qui porte la licence de cette fameuse compagnie. Dites-le nous dans les commentaires. À très bientôt, après une autre page de pub. Est-ce que j'ai mis la pub avant? Est-ce que j'ai mis la pub après? J'ai oublié, on verra ça au monde. Vous l'aurez compris, cette nouvelle génération de critiques cruelles est bien plus positive et bien plus enjouée que la précédente. Vraiment, entendez la joie dans ma voix, elle est presque palpable. Rien ne me rend plus heureux que de subir des titres similaires les uns aux autres afin d'en tirer divers efforts critiques censés guider les gens dans leurs achats quelques jours trop tard. Comme ça, histoire de rendre service à la communauté. Toujours est-il que cette nouvelle façon de procéder, très positive, je l'ai déjà dit, pas besoin de le répéter, nécessite de trouver quelques compliments pour chacun des produits de consommation courante qui me passent entre les mains. J'ai dû chercher profond et j'en ai trouvé quelques-uns, faisons le tour. D'abord, les actions sont bien agencées sur les boutons de la manette, rien de surprenant ou de biscornu n'est ici proposé, tout est plus ou moins logique. Ensuite, les graphismes sont parfois pas mal du tout. Quand rien ne bouge, c'est même plutôt bien foutu. Bon, d'accord, quand la mêlée est générale, le framerate tombe d'un tiers tandis que les graphismes ressemblent à une vidéo YouTube format compressé. Mais nous sommes en fin de génération. Les équipes font ce qu'elles peuvent malgré les limites du format. Petite précision, les 4 équipes responsables de la création du titre font ce qu'elles peuvent. Je le répète, elles sont 4. Ce qui explique l'état de la question. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que la musique était audible. Bonne idée, trop de compositeurs modernes se sentent futés en allant jusqu'à pousser leurs œuvres dans ces fréquences que seules les chauves-souris sont susceptibles d'ouïr. Ce n'est pas sale. Le fait de garder tout ça humain, c'est très bien. Tout ceci n'est cependant qu'un préambule à l'idée de génie poussée par ce titre d'une génération portée sur la concision. Il ne dure que 8 heures. 8 heures pour 60 €, c'est un mets délicieux digne de la nouvelle cuisine. Quelques bouchées, quelques goûts, tous très similaires les uns aux autres, puis une note. Mais en fin de compte, on est ravi de ne pas avoir été obligé d'en manger plus. Et ça aussi, c'est très bien.
Passons soudain à la portion de la vidéo qui va me valoir des regards en biais. Pour parler de ce titre censément génial, il faut parler de son personnage principal. Face à pareil défi, certaines personnes se fourvoieraient sans doute à décrire longuement en quoi ce jeu médiocre est surélevé par exemple positif que Kamala Khan, a.k.a. Musul Woman, car elle adore Musul, vous savez, Baptiste Quenel, représente pour les enfants du monde entier. Ce ne sera pas mon cas, vous verrez bientôt pourquoi. L'on pourrait aussi parler longuement des raisons de sa présence dans ce titre, autant vous prévenir, elles sont avant tout du domaine de la politique et des relations publiques. N'allez pas penser que ces accolades viennent d'un succès en termes de vente. Même dans un marché du comics décimé, elle peine à écouler chaque mois plus de 16 000 exemplaires de ses mésaventures. 108e titre le plus populaire d'Amérique malgré un barrage médiatique incessant, faut le faire. Mais vu que ma démarche est avant tout de critiquer la qualité des jeux, faisons ainsi, cela commence. Maintenant. Celui-ci ne m'insulte certes pas durant toute la durée de son discours par son venin politisé comme le faisait The Last of Us Part 2, c'est déjà ça de prix. Ses erreurs sont ailleurs, plus vidéoludiques. J'admettrai même, pour rencontrer le titre à mi-chemin, et cela sans aucune ironie, que le monde manque d'héroïne. C'est vrai, pas besoin de le nier, vous le savez. Le narcotrafic a été mis à genoux par les récentes mesures prises en réponse à ce virus dont on ne peut pas vraiment mentionner le nom sur YouTube sans être démonétisé. Ceci dit, je me demande si le fait d'écrire votre protagoniste comme une gamine cringe dotée de pouvoir voler ailleurs, qui se pense drôle sans l'être, mais est cependant acceptée comme une forme de génie technologique trop cute et rigolote par les Avengers, elle sait bel et bien utiliser un ordinateur pour hacker des datas sur l'interweb, cause va vraiment changer la donne. Précisons au passage que le titre est interdit aux moins de 16 ans, ce qui exclut une bonne partie de son public cible, vous savez, celui qui ne lit pas ses comics, de participer à ses aventures plus ou moins pénibles. D'ailleurs, le coup du héros LOL vraiment trop random à la vie dure, vous pouvez maintenant aisément en trouver au moins un ou une dans tous les mauvais comics Marvel, ce qui représente la grosse majorité de leur production actuelle depuis une demi-décennie, ça va sans dire. Pensez à America Chavez, leur héroïne lapino-américaine. Nadia Van Dyne, la nouvelle Wasp, Squirrel Girl, leur personnage trisomique, ou même ailleurs sur les écrans télévisuels du monde entier par le biais de diverses émissions Nickelodeon / Disney Channel ou de petites inventrices castées par les potes de Jeffrey Epstein ou ceux de Harvey Weinstein, mais ne sont-ce pas là les mêmes gens, sauf le monde des méchantes évidences d'un microcosme bien décidé à leur nuire. La preuve. Ce n'est cependant, c'est presque rafraîchissant, pas le cas ici. Kamala semble bien entourée. Sa famille l'adore malgré son côté fake geek girl. Pour une raison qui m'échappe, les Vengeurs l'aiment comme une petite sœur et n'hésitent donc pas à mettre sa vie en danger durant diverses missions périlleuses. Thor la trouve drôle. Vous voyez le genre, elle est plutôt sympathique, je fais le mouvement guillemets de mes doigts, limite normal d'un point de vue psychologique, j'ai aussi fait le mouvement guillemets de mes doigts, et elle tente de faire le bien autour d'elle, rien de très spécial, c'est un personnage banal comme tant d'autres, limite disneyen, mais et c'est ça l'important, il ne véhicule rien de monstrueusement déplaisant. Sa voix est limite par contre, faudra vivre avec. Pas besoin de tergiverser, vous l'aurez peut-être déjà compris en regardant les diverses vidéos publicitaires présentées même dans le métro, les streams du même acabit, diffusés un peu partout et autres critiques placées sous le signe de la promo, tout ceci n'est jamais qu'un action RPG assez générique vu à la troisième personne, voilà, c'est tout. Chaque héros a ses pouvoirs, ils sont tous assez similaires, deux types d'attaques de près, une attaque de loin, certains sautent, d'autres volent, une fois l'affaire apprise, aucune surprise, niveau prise en main. Voilà une phrase qui était très étrange. Une fois l'affaire apprise, aucune surprise, niveau prise en main. Rien de très dépaysant, les héros dont vous avez l'habitude d'admirer les exploits de manière répétée tandis que vous mangez des céréales en pyjama devant la télé malgré le fait que vous êtes maintenant quadragénaire sont bien là où vous les avez laissés quelque part dans votre imaginaire, d'accord, mais surtout dans un produit vidéoludique consensuel, ce n'est pas sale, dépourvu de personnalité. Frileux en somme, comme tant de titres de maintenant. Parlons scénario comme ça, quelques instants, histoire de meubler. Votre point focal durant cette aventure est sans surprise Miss Marvel. Vous la découvrez un brin plus jeune en chemin vers un concours de fanfiction qu'elle va gagner car même sans la connaître les Vengeurs l'adorent. Ils ont tous pris le temps de lire son histoire, de la féliciter, bien entendu de partager quelques blagues pas drôles avec elle. Quand soudain, oh non, un réacteur au Terrigen inventé par Tony Stark explose lors d'une démonstration censée offrir une source d'énergie renouvelable à la Terre entière. Spoiler, cette malfonction ayant peut-être coûté la vie au Captain américain, mais pas vraiment, hein, faut pas déconner, n'était autre qu'un coup du méchant George Tarleton d'Advanced Ideas Mechanics. Gazéifiée comme l'est parfois un soda, cette mixture terrigène s'immisce dans l'air, transformant une portion de la population en inhumain. Cet axe narratif fut autrefois inventé quand Disney ne possédait pas les X-Men afin d'expliquer l'éclosion de nouveaux méta-humains dans leur univers cinématographique. Solution assez foireuse à mon sens, mais dont Kamala reste l'écho.
Assez peu stupéfait d'avoir soudain des superpowers et de vit une existence tranquille avec sa famille quand, quelques années plus tard, elle hack par hasard la mainframe d'une database de l'internet des choses où se retrouvent des infos sur ce qui s'est vraiment passé cette journée où elle avait rencontré ses heroes. De là, fugue, sauvetage, rencontre avec ses idoles qui la trouvent tous tour à tour super, elle devient Avengère, vous voyez le genre, c'est une histoire typique du Marvel actuel où le nouveau héros qu'on veut lancer dans la stratosphère se voit constamment complimenté par les héros inventés par Stan Lee et Jack Kirby. Elle est loin l'époque où les nouveaux venus devaient faire leurs preuves quelques années durant, se foirant à diverses reprises avant d'impressionner sur le tard les légendes vivantes. Maintenant, suffit de les visiter. Avec un peu de chance, Tony vous filera une armure. C'est ce qu'il fait dans la plupart des cas. Demandez à Riri Williams, il pardonne beaucoup. Pour fermer cette parenthèse scénaristique censée vous donner une idée du ton, vous le savez, même en boîte, le ton c'est bon, Miss Marvel est bien la seule capable de battre MODOK vers la fin du titre car elle est vraiment super à ses étranges pouvoirs inspirés. Soyons polis, de ceux de Reed Richards et Hank Pym sont vraiment ce dont l'équipe la plus puissante au monde a besoin pour vaincre un vilain de second rang comme le Mental Organism designed only for killing. Thor, pas assez fort. Hulk, il est à Hucle. Iron Man insère une vanne. Non, ce dont vous avez besoin pour vous défaire d'un crâne hydrocéphale monté sur une toilette volante, c'est Black Widow et ses guns et Miss Marvel, ça va de soi. Résumer l'expérience vécue pas dans main sera cependant encore plus aisé que d'esquisser la facilité avec laquelle Marvel a rédigé cette affaire d'environ 8 heures. Vous vous souvenez d'Anthem? Aviez-vous rêvé d'en voir une version plus beat 'em up? Un brin moins third-person shooter, plus axé hack and slash vue de dos à la God of War, mais sans les qualités intrinsèques de celui-ci, voilà, vous serez conquis. Surtout que l'intégralité du titre a été pensée comme un système susceptible d'être décliné en multi. Alors autant l'admettre, je me suis même pas forcé à vivre l'expérience en ligne car Square Enix exige que je leur donne mon mail afin d'accéder à ce type de fonctionnalité. Et j'ai déjà tout un petit bouquin de login dont j'ai pas envie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée d'en ajouter un me va assez loin. Si tout ceci ressemble, et à mon sens, doit être comme 2 gouttes d'eau à celle proposée par le mode solo, c'est rien de bien spécial. Vous aimez appuyer sur 2 boutons en rythme tandis que vos coups spéciaux se remplissent, parfois vous évitez un truc, voilà, c'est le titre pour vous. Il est parfaitement possible d'y jouer d'un air distrait en regardant un film, écoutant un podcast ou même en tentant d'apprendre une langue étrangère par vidéoconférence. C'est pas une activité qui nécessite beaucoup d'attention, ni d'ailleurs beaucoup de doigté. Or, parfois, vous êtes mis nez à nez avec un ennemi d'un niveau trop élevé pour vous, mais on s'y fait. Quelques essais suffisent. Avec un peu de persévérance, votre Captain America niveau 1 aura enfin accumulé assez de loot à la con pour pouvoir augmenter son power ranking, de manière à pouvoir se défaire d'un robot quelconque. Inutile de souligner le fait que si la Sentinelle de la Liberté est un personnage jouable, d'ailleurs il est stupide qu'il puisse être de niveau 1, c'est un point de logique vidéoludique parfaitement ridicule, mais dont l'inclusion ici n'est pas dépourvue de sens. On est dans le domaine du RPG très léger. Les fondamentaux sont ce qu'ils sont. Pas déplaisant, mais j'ai joué à tant de jeux qui font précisément la même chose mieux qu'il est dur de s'enthousiasmer pour ce qui est offert ici. Surtout que malgré tous leurs efforts, Crystal Dynamics n'arrive pas à faire passer cet ersatz de hack and slash vue de dos pour un titre Extreme Combatto, c'est le genre approprié inspiré de DMC. Alors, que reste-t-il d'un titre incapable de briller par le gameplay? Pas grand-chose, nous l'avons déjà vu cette année avec l'autre produit Square Enix, une coquille bien foutue au scénario cucu qui me laisse quoi. D'ailleurs, sans vouloir taper 2 fois sur le même clou, mais nous sommes ici dans la bonne section. Mes avis que le moteur maison de Crystal Dynamics a de vrais problèmes dans au moins 2 domaines. Les textures, certaines se chargent au rythme d'un titre Unreal Engine sur PS3 et le framerate, il n'est pas rare d'être soumis à un spectacle digne d'une présentation PowerPoint quand toute l'équipe est affichée à l'écran dans un décor vaguement exigeant. Je tiens à vous rassurer, cet extrait n'est pas tiré d'un stream lo-fi diffusé sur Twitch par un mec mi-up, c'est in-game, capturé sur du matos de qualité, mais est-ce vraiment acceptable? À vous de voir. Arrivé au stade de la conclusion, il suffit sans confusion de répéter d'un ton téméraire les points saillants de l'argumentaire. Gameplay médiocre, scénario convenable, je fais le mouvement guillemets de mes doigts à tout hasard, graphisme capable du meilleur comme du pire, mais attention, c'est ça que les fans veulent, malgré tous ses défauts évidents, le titre est bel et bien un produit dérivé sans âme estampillé Marvel. Face à tout ceci, que dire d'autre, si ce n'est que ma note finale en ce qui concerne Avengers ne peut être que petit roulement de tambour s'il vous plaît. 12 sur 10.
Et voilà, c'était un épisode supplémentaire de l'émission de Critique Vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruel. Dans cet épisode-ci, nous étions en conditions spéciales Covid, car comme vous le savez certainement, cela recommence, ce sera probablement annuel. Toujours est-il que faites attention, soyez sains, restez chez vous, ne faites pas d'efforts particuliers et continuez de jouer aux jeux vidéo. Donc, vu que c'est la fin de l'émission, je vous invite bien entendu à nous mettre un pouce vers le haut, ce serait donc un pouce en cul, un pouce vers le bas, ce n'est pas ça. Ou bien entendu, si vous avez envie de voir plus de vidéos dans ce style très spécifique, de vous abonner à la chaîne. J'ai d'ailleurs lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle Critique Cruel les archives. Si vous avez envie de voir des vidéos tirées de la longue et auguste histoire de l'émission qui, je vous le rappelle, continue et encore continue et encore continue. Si vous avez envie, vous pouvez aussi vous rajouter sur le Patreon où se trouve mon livre, Guerre et Paix. C'est un titre original, je l'ai trouvé moi-même. Ce n'est pas du tout une parodie, ce n'est rien de très grave. Il y a des mots dedans, vous pouvez les lire. Pour peu que vous sachiez lire, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour plus d'émissions dans le domaine de la critique vidéoludique. Je vais m'asseoir là-dessus, ça a l'air salubre. Je crois que j'ai le tétanos. C'est pratique, c'était un jeu Marvel. Je crois pas que je vais faire mieux que celle-là. Cet épisode de Critique Cruel était dédié à la mémoire d'Annie Cordy.